Bonjour, Cap-Haïtien. Je présente Dr. Moïse aujourd'hui. Il est diplômé de la faculté de médecine et pharmacie de l'Université d'État d'Haïti en 2004. Il a travaillé comme médecin généraliste à l'hôpital Sacré-Cœur de Milo de 2004 à 2006. Il a terminé sa résidence en médecine familiale à l'hôpital Southside Bayshore en New York en 2009 à 2012. Et il a travaillé comme hospitaliste à St. Elizabeth Healthcare dans le nord de Kentucky depuis 2012. Ok, merci Amanda. Bonjour tout le monde, c'est encore un plaisir de partager ce mercredi matin avec vous. Et brièvement, on va parler de la prise en charge de la décompensation cardiaque systolique, plus particulièrement chez les patients noirs. C'est un article que j'avais lu il y a quelques semaines et je pense qu'il serait intéressant de partager avec vous et j'espère que vous allez pouvoir apprendre quelque chose de cet article. Avant d'avancer et aller en détail dans l'article, on va faire un bref rappel de la décompensation cardiaque. Si on peut avancer, probablement pas. Oh oui. Yeah, okay. If you click through the PowerPoint. Oh, got it? Okay, good. Okay, that's okay. Donc, la décompensation cardiaque, comme vous le savez, c'est l'inhabilité du cœur, généralement du ventricule gauche, à pouvoir aux besoins hémodynamiques du corps. Ça peut résulter d'une anomalie au niveau de la structure, comme dans les maladies valvulaires, les cardiomyopathies ou dans les fonctionnels. Donc, le résultat final, c'est que le ventricule soit incapable de se remplir correctement ou soit incapable de remplir la fonction pompe, la fonction d'éjection du sang. Donc, quelle que soit l'anomalie qui va entraver la capacité du cœur, soit à se remplir adéquatement ou à éjecter le sang, va provoquer un état d'insuffisance cardiaque. Et comme je le dis, ça peut être causé par des anomalies au niveau de n'importe quelle structure au niveau du cœur, soit maladie du myocarde, dans les cardiomyopathies, maladie au niveau du péricarde, dans le cas de péricardite sévère ou tamponade cardiaque, maladie qui atteint l'endocarde, dans le cas d'endocardite, les pathologies valvulaires, les anomalies au niveau des vaisseaux, les anomalies coronariennes, et aussi ça peut être causé par des anomalies métaboliques comme l'hyperthyroïdie, le diabète. Donc, le résultat de base, c'est qu'il y a une diminution de la fonction systolique, dans la fonction systolique du cœur. Et quand la fonction systolique est compromise, la fonction pompe est compromise, c'est-à-dire quand la fraction d'éjection est abaissée de moins de 40%, c'est quand on parle d'insuffisance cardiaque à débit réduit ou encore des infections de la décompensation cardiaque systolique. Et si la fonction, l'éjection fraction est préservée, c'est-à-dire 40% ou plus, donc on parle maintenant de décompensation cardiaque diastolique ou éjection fraction préservée.
Les symptômes de la décompression cardiaque sont bien connus. La dyspnée à l'effort, parfois l'orthopnée, la prise de poids, les œdèmes, des membres inférieurs et autres. Donc, pour bien prendre en charge la décompression cardiaque, il faut établir des objectifs. Généralement, les objectifs de traitement sont, premièrement, améliorer les symptômes que nous venons de parler, la dyspnée, les œdèmes, prise de poids et autres. Mais aussi ça, et on fait ça généralement avec les diurétiques. Et il y a aussi nécessité de ralentir la progression de la maladie en attaquant les causes de base. Et aussi diminuer la mortalité et tout en prenant soin de traiter les conditions qui favorisent la décompensation cardiaque, soit l'hypertension, les maladies ischémiques, le diabète, l'hyperthyroïdie. Il faut intégrer la prise en charge de ces anomalies dans l'objectif des traitements. Donc, objectif de traitement, améliorer les symptômes, réduire ou diminuer la progression des maladies, et troisièmement, prendre en charge les conditions qui favorisent le développement de la décompensation cardiaque. Je ne sais pas si vous pouvez voir ce tableau assez bien, mais c'est un exemple de cas de présentation. Un patient de 62 ans de race noire qui a une histoire d'insuffisance cardiaque diagnostiquée il y a environ 2 ans. Et d'après la classification du New York Heart Association, il est classé, il est au classe 3 avec une éjection systolique de 35% environ. À cause de ces symptômes, il subit ses activités quotidiennes sont très limitées. Et ça a un impact sur la qualité de sa vie. Il ne peut pas s'engager dans des activités physiques et il est obligé de modifier sa maison pour pouvoir s'accommoder parce qu'il ne pouvait pas aller à l'étage à cause de la dyspnée. L'histoire médicale, pardon, il y a l'hypertension diagnostiquée il y a près de 15 ans. Et son échocardiogramme qui a été performé récemment confirme que sa fraction d'éjection systolique est environ 35%. La fonction rénale est adéquate et les électrolytes sont en norme. Il vient avec le complet de la dyspnée à l'examen physique, pression artérielle 132 par 82 pour 68, température 37 degrés et son poids est de 85 kg avec un indice de masse corporelle de 29 kg par mètre carré, qui est stable. À l'examen physique, le patient a des râles au niveau de la base des poumons et des œdèmes au niveau des membres inférieurs. Il vous dit qu'en co-repos, il se sent bien, mais le moins d'efforts cause beaucoup de problèmes parce qu'il ne peut pas supporter. Pour pouvoir, ces médicaments sont le furosémide 40 mg par jour, l'osantan 100 mg par jour, méthoprolol 200 mg par jour et spironolactone, aldactone 25 mg par jour. Donc, on vous pose cette question se basant sur ce cas pour optimiser le traitement de ce patient. D'après vous, quelles seraient
le prochain étape dans le traitement. On vous donne 4 choix. Premièrement, ajouter le digoxin. Deuxièmement, augmenter la dose du furosémine. Troisièmement, est-ce qu'il faut augmenter la dose du spironolactone? Et quatrièmement, est-ce qu'il faut ajouter l'isosorbide dimétrate et la présoline ou hydralazine? Je ne sais pas si vous pouvez, s'il y a quelqu'un qui voudrait se présenter comme volontaire pour peut-être choisir la meilleure réponse. Can you open the mic? Pardon? En se basant sur 4 présentations, quelle serait, d'après vous, l'étape, le prochain étape dans le traitement de ce patient? OK. Bon, c'est quoi? J'ai pas entendu. Quelqu'un a dit augmentation de la dose sur le OK. Oui, j'ai entendu. Dans ce cas, la réponse correcte, c'est D. C'est ajouter des vasodilatateurs, des agents vasodilatateurs, comme l'hydralazine associée à l'isosorbide dinitrate. Parce que il y avait une étude qui a été produite et qui a prouvé l'utilité de cette combinaison de l'hydralazine et de l'isosorbide dinitrate. On dit que le traitement standard de la décompensation cardiaque systolique, vous savez que les diurétiques, les inhibiteurs, les ACE inhibiteurs, les bêta-bloqueurs et les antagonistes de l'aldostérone, ce sont les traitements standards. Pour les malades qui sont bien contrôlés, ça va bien. Mais l'utilisation des vasodilatateurs ces derniers temps est très recommandée, surtout chez les patients de la race noire, parce que il y a des données qui ont prouvé que ajouter des vasodilatateurs au traitement standard de la décompensation cardiaque systolique a beaucoup augmenté la qualité de vie et mais aussi a un effet positif sur la mortalité chez les patients qui souffrent de la décompensation cardiaque à éjection fraction systolique réduite. C'est deux études séparées, mais la deuxième étude découle de la première. On a fait cette étude qu'on appelle le VHF, qui consistait à utiliser ces agents vasodilatateurs chez les patients qui sont sous un traitement standard pour la décompensation cardiaque systolique. Et on a essayé d'utiliser les agents vasodilatateurs comme l'hydralazine, bien entendu, et l'isosorbide. Mais au cours de cette étude, on a remarqué que l'impact a été beaucoup plus grand chez les patients de la race noire au cours de cette étude. Puisque l'objectif de l'étude n'était pas ciblé, n'était pas spécifiquement dirigé vers les patients de race noire,
puisqu'ils ont eu un résultat qui est si intéressant, on a décidé de faire une seconde étude avec les patients de race noire exclusivement. Donc, parce qu'on voulait confirmer si c'est vrai que les patients de la race noire répondent de façon beaucoup plus significative aux vasodilatateurs. Donc, de la première étude, le VF, on a réalisé cette étude qu'on appelle la AHEF, qui a compris environ 1000 patients de race noire avec des compensations cardiaques systoliques qui ont été déjà traités, qui ont déjà été sous traitement avec les traitements standards avec les ACE inhibitors, les bêta-bloqueurs, les diurétiques. Donc, chez ces patients, ces 1000 patients de race noire, on a ajouté l'isosorbate dinitrate et l'hydralazine. Et les résultats ont été spectaculaires et les patients ont amélioré de façon drastique, à tel point qu'on a arrêté l'étude de façon très prématurée parce que les résultats étaient tellement intéressants, tellement prometteurs. Donc, et ceci se manifestait à tout point de vue, que ce soit au niveau des décès. Pour les patients qui ont été enrôlés, les 1000 patients, au cours de cette période de l'étude, il y avait 54 décès chez les malades qui recevaient le traitement standard avec le placebo seulement, alors que dans le groupe qui recevait le traitement standard plus les vasodilatateurs, le décès était seulement de 32 ou 6,2%. Donc, une différence au niveau des décès enregistrés de 10,2% comparé à 6,2% chez le groupe qui a été traité avec l'isosorbate et l'hydralazine. Non seulement au niveau des cas de décès, on a chez les patients qui, au cours de leur première hospitalisation à cause de la décompensation cardiaque, donc aussi 85 ou seulement 85 ou 16% de ces patients ont eu leur première hospitalisation à cause de décompensation cardiaque, comparé à près de 130 ou 24,4% chez les patients qui ont reçu le traitement standard et le placebo comparé à ceux qui ont reçu le traitement standard plus les vasodilatateurs. Au niveau de la diminution de la mortalité, et si vous voyez ce graphe, au niveau pour les patients en vert qui ont été les patients traités avec les vasodilatateurs, vous voyez que le taux de survie était beaucoup plus important, beaucoup plus haut que les patients qui ont reçu seulement des placebos. Donc, avec ce qu'on appelle un risque relatif de presque près de 43%, c'est-à-dire les patients qui ont reçu les placebos, pardon, les patients qui ont reçu les vasodilatateurs ont 43% plus de chances de survivre que les patients qui ont reçu le placebo au cours de la période de l'étude, bien entendu. Et non seulement ça réduit la mortalité, les cas de décès en hospitalisation, mais il y a ce qu'on appelle la qualité de leur vie a été aussi améliorée à la suite de l'utilisation des vasodilatateurs. Et ça a été prouvé par ce questionnaire qu'on appelle le Minnesota Living with Heart Failure, qui est un questionnaire qui a environ 21 questions que l'on administre à des patients pour pouvoir mesurer l'amélioration de la qualité de leur vie, surtout quand ils sont diagnostiqués avec insuffisance cardiaque systolique.
Donc, encore, chez les patients qui ont reçu le traitement avec les vasodilatateurs, on a non seulement noté une 42% de réduction de mortalité, mais aussi tous ces patients, de façon consistante, ont indiqué que la qualité de leur vie a été grandement améliorée à la suite de l'utilisation des vasodilatateurs. Donc, l'importance de l'ajout de ces médicaments a été prouvée en regardant différents facteurs qui sont importants pour le patient. Bon. Et ceci, c'est la représentation graphique de l'improvement, de l'amélioration de la qualité de vie chez les malades. Donc, vous voyez 7,6% comparé à 2,7%, moins de 7,6% comparé à moins de 2,7% chez les patients qui ont reçu placebo. Bien entendu, chez les patients qui ont répondu à cette question, les chiffres les plus bas sont considérés comme les meilleurs. Docteur Moïse, on ne voit pas le graphe. Pas de graphe? Non, ça n'avance pas. Ça s'est arrêté sur le cas. On n'a pas vu les graphes, non? Non, pas du tout. Ah. Ça Maintenant, pas de graphe, non. Toujours pas. marche pour nous, Moïse. Ça marche pour nous. On n'a pas vu. Est-ce que je peux. Ils ont dit que ça marche pour eux. Ça marche? OK. OK. Donc, il y aura toujours des obstacles à l'utilisation de ces médicaments. Donc, on a apporté quelques précisions sur ces obstacles. Dans le temps, avant qu'on a commencé à utiliser ces médicaments, on se doutait peut-être si ces obstacles étaient en fait que l'identification des patients de race noire était difficile, peut-être un petit peu moins pour nous en Haïti. La combinaison de l'isosorbide et l'hydrazine peut parfois provoquer des effets secondaires, surtout au niveau de la pression artérielle. Donc, si parfois il y a des cliniciens qui sont hésitants à utiliser ces médicaments et peut-être des obstacles au niveau du coût de ces médicaments, de la disponibilité de ces médicaments peuvent être considérés comme des obstacles. Mais quelle que soit la situation, si autant que possible, s'il n'y a pas de contre-indication absolue à l'utilisation de ces de ces médicaments chez ces patients, tout patient qui souffre de la décompensation cardiaque systolique et qui sont sous traitement standard, il faut considérer à utiliser des agents vasodilatateurs chez ces patients. Parce que, comme je l'ai dit, et comme on l'a vu avec les graphes, ces médicaments vont non seulement améliorer le taux de mortalité, diminuer les cas de décès, mais aussi va provoquer une très grande amélioration de la qualité de vie de ces patients. Et je ne sais pas si vous pouvez voir ce slide. Donc, chez les patients qui reçoivent l'isosorbide dinitrate et la combinaison de l'isosorbide dinitrate et hydralazine, donc, ils ont une augmentation de la chance de survivre, près de 43%, diminution de risque d'hospitalisation à cause de la décompensation cardiaque et aussi, très important, ça va augmenter et améliorer la qualité de leur vie. Donc, je pense que c'est tout. C'est
les références sont citées là-bas, alors je ne sais pas s'il y a des questions.